Mon intervention se situe dans le contexte d'une pratique thérapeutique auprès du soldat dans le cadre du service de santé des armées. Donc, en effet, je suis psychanalyste, psychothérapeute militaire, docteur en anthropologie, et j'ai intitulé cette intervention Les exigences du temps long en psychothérapie, contraintes et nécessités. Mais je vous ai un peu dupé parce que j'aurais dû l'intituler Les exigences du temps long en psychothérapie militaire. Oui. Oui, ça va mieux là. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit ou je... Oui. Je vais donc vous parler à partir d'une expérience de psychothérapie militaire que je pratique depuis bientôt 13 ans. La particularité des patients suivis, donc des soldats, est entre autres choses qu'ils sont soumis à un stress de haute intensité sur le plan professionnel pendant une mission, donc pendant une succession de missions, avec un possible effet cumul. Ce stress de haute intensité inclut la possibilité d'une confrontation à la mort d'autrui, que ce soit des proches victimes ou des cibles en lien avec le contenu d'une mission, ou encore des civils. Ils peuvent être confrontés de la même manière à la possibilité d'une mort imminente pour eux-mêmes, qui, si elle ne se réalise pas, n'était pas loin et génère alors la possibilité d'une culpabilité du rescapé. Ces aspects extrêmes et transgressifs sur le plan des représentations, donner la mort, se conjuguent à la rusticité des conditions de vie pendant une mission, à l'éloignement des proches, ainsi qu'à diverses contrariétés logistiques ou symboliques, attentes, ennuis, soucis de coordination. Ils peuvent traverser un état de stress aigu, une symptomatologie anxieuse parfois sévère, avec une composante dissociative. Le devenir en fin de mission des soldats en état de stress dépassé, il peut y en avoir trois finalement. Certains vont être très bousculés, symptomatiques, notamment dissociatifs, avec des symptômes productifs, et vont être admis en soins rapprochés avec une inaptitude, éventuellement temporaire et réversible. D'autres vont revenir à la vie civile avec une tactique d'évitement complet vis-à-vis de la chose militaire. Et une proportion, en fait, ça c'est le troisième groupe, va revenir au travail militaire avec des symptômes et la nécessité du faire avec. C'est pour cette troisième catégorie qu'intervient le psychothérapeute militaire et c'est celle qui va m'intéresser aujourd'hui. Donc des soldats en stress dépassé avec des symptômes et qui reviennent au travail. Il est attendu du soldat qu'il puisse s'adapter à ce stress. Il s'agit de capacités hors normes. Cependant, ils y ont été entraînés. Il s'agit d'un mouvement adaptatif. Il s'agit d'absorber un orage neurovégétatif qui peut être poursuivi d'une queue de stress. De quoi on parle avec la queue de stress? Vous avez un stress de haute intensité, un orage neurovégétatif, un état de stress aigu, et ensuite, le phénomène va s'atténuer et donc l'orage va se calmer et il va y avoir une symptomatologie en courbe qui s'abaisse. Cependant, même avec l'expérience, même entraînés, ils peuvent subir un stress dépassé, c'est-à-dire non adaptatif. La réaction au stress est adaptative jusqu'à un certain point et peut basculer au point pathologique. Et on va parler de formes cliniques de sidération, d'agitation, de fuite panique, d'action automatique. Les soldats sont, pour ces mêmes raisons, soumis au risque de développer un stress post-traumatique. De quoi parle-t-on avec le stress post-traumatique? Assez prosaïquement, il s'agit d'un état de stress aigu ou de stress dépassé dont la queue de stress, finalement, ne conduit pas à une résolution. C'est-à-dire que les symptômes, au bout d'un mois, perdurent.
Comment fonctionne le mécanisme du trauma? Je vais m'appuyer sur l'article Le traumatisme psychique du professeur François Le Bigot, psychiatre et psychanalyste des armées. Le trauma entraînerait une traversée, une effraction de du système de défense psychique qu'on appelle en psychanalyse le système de par excitation. Ce sont nos défenses psychiques. Le trauma entraîne une traversée de ce système de défense psychique. La petite croix, c'est du stress. Voilà. Eh bien, le trauma, finalement, trouve une brèche dans le système de défense et vient déposer l'image traumatique, donc l'image de l'événement. L'image traumatique est désormais incrustée dans l'appareil psychique, elle y séjourne, et c'est à partir de là qu'elle vient exercer ses effets toxiques. Le stress, sans stress post-traumatique, le stress normal vient exercer une pression sur l'appareil psychique, ce sont les petites croix, tandis que le trauma, vous aviez cette incrustation de l'image traumatique. Donc, vous voyez qu'un soldat qui revient au travail, il va reprendre des missions. Je vous ai dit qu'il avait des symptômes dans la troisième catégorie de soldats que je vous ai présenté au début. Et donc, vous voyez qu'il peut avoir des images traumatiques incrustées dans la vésicule psychique et continuer à être soumis au stress. Ainsi, le cerveau s'adapte grâce au fonctionnement du système nerveux autonome et dans certaines limites. Et il peut aussi se dérégler sous forme de stress post-traumatique avec tout l'enjeu de l'axe noradrénergique, de l'amygdale, du locus coeruleus. Le cerveau n'arrive pas à absorber l'orage, le psychisme n'arrive pas à introjecter, dit-on en psychanalyse, à introjecter le sens de la rencontre avec le réel. Je voudrais souligner que le stress post-traumatique peut correspondre à un temps 2. Qu'est-ce que c'est cette histoire de temps 2? Eh bien, vous pouvez avoir, par exemple, un soldat dans la guerre en Afghanistan qui se met à réveiller un temps 1 qui, pour lui, va être la guerre au Kosovo. C'est-à-dire que, par exemple, il est au combat en Afghanistan. Il est au combat en Afghanistan, la petite croix. Voilà. Et ça va venir activer l'image traumatique de son opération militaire dans la guerre en Yougoslavie. Finalement, le temps 2 peut déclencher des réminiscences du temps 1. Donc, par exemple, j'ai été responsable d'un sas de décompression psychique d'une force qui avait été déployée sur le cyclone Irma. Je suis allée les chercher en Guadeloupe de retour de mission. Ils avaient 60 hommes qu'on avait mis dans l'œil du cyclone pour divers enjeux, diverses missions. Et quand j'en ai débriefé certains avaient une souffrance du Kosovo. Vous voyez, je faisais un sas de décompression du cyclone et finalement, il y avait une souffrance du Kosovo qui venait. Donc, c'est le temps 2 qui réveille le temps 1. Cela se présente bien évidemment aussi dans la vie civile. Je pense par exemple à un patient que je suis depuis les effondrements d'immeubles de la rue d'Aubagne. C'est son temps 2. Il souffre d'un stress post-traumatique depuis un effet blast qui a frappé son logement et qui vient également faire écho à des souffrances de la constellation familiale où il y a du transgénérationnel. Ça serait un temps 1 familial qui serait le génocide arménien et donc une sorte de crime d'État auquel sa famille a survécu. Vous voyez, on a un temps 2 qui vient aussi parler d'un temps 1. Alors, évidemment, je reviens à mes soldats. Il va y avoir une question de commandement et de médecine militaire. De quelle manière remettre le soldat dans son environnement? Le remettre au travail aura des effets positifs de contenance, mais comprend aussi des risques multiples. D'où l'importance de l'évaluation. Alors,
Il faut imaginer que le syndrome de stress post-traumatique est constitué principalement de 3 sous-syndromes. Sous-syndromes. Donc, le soldat choqué qui revient au travail militaire, il va devoir faire avec ses symptômes, le faire avec, et avec, en fait, qui sont structurés en 3 sous-syndromes. Syndrome d'intrusion, syndrome d'évitement, syndrome d'hyperstimulation. J'ai l'habitude de scorer encore, j'avoue, je dois vous confesser. Je suis prête à rentrer dans des controverses, j'assumerai. J'utilise encore le test PCLS du DSM-4. Il y en a un maintenant qui correspond au DSM-5, mais j'aime beaucoup celui du DSM-4. Alors, je suis un peu critiquée parfois par certains médecins militaires, mais parce qu'il permet cette structuration en sous-syndromes. Et donc, moi, je vais pouvoir suivre une cinétique de chacun des sous-syndromes et voir comment ça évolue dans chaque sous-syndrome. C'est moins possible avec le nouveau test. Donc, on va scorer à partir de ce test. On obtient un score et il y a un effet seuil. Le seuil d'alerte, c'est au score 44. 44, on considère qu'on a un SPT. Je cite en bibliographie un article qui montre la pertinence du PCLS. Les questions de 1 à 5 permettent d'évaluer le syndrome d'intrusion. Vous avez sur la partie blanche à droite ces questions, mais grosso modo, on parle de souvenirs vivaces, de rêves répétés, de reviviscence. Le syndrome d'évitement, questions 6 à 12, éviter d'y penser, amnésie de l'événement, anédonie, isolement et émoussement affectif, sentiment d'avenir coupé. Alors je ne peux pas rentrer là-dedans, mais pour les personnes qui ne sont pas vraiment connaisseuses du stress post-traumatique, on peut avoir des erreurs de diagnostic en interprétant les syndromes d'évitement comme une dépression, en le soignant comme une dépression. Je fais une alerte, attention, si on diagnostique une dépression qu'on met sous Prozac et qu'en fait c'est un stress post-traumatique, on va aggraver les symptômes. Ensuite, syndrome d'hyperstimulation, questions 13 à 17. On va avoir des troubles du sommeil, l'irritabilité, l'agressivité, les troubles de la concentration, l'hypervigilance, la nervosité et les sursauts. Je vous présente rapidement 2 cas, 2 patients que je suis. Un premier, un soldat vient me voir sur demande de son officier. Il m'indique que son officier estime qu'il doit me voir pour stress post-traumatique. Nous développons des échanges fraternels à bâton rompu. Nous parlons de tout et de rien, de l'actualité, de phénomènes sociaux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voilà sa déclaration centrale. Je viens vous voir, mais je n'ai rien. Il me fait part quand même, parce que je le questionne, de sa participation à la guerre en Afghanistan, en position de combattant, une dizaine d'années auparavant de notre rencontre. Il a été en mesure de faire usage de ses armes de manière létale. Des camarades de son unité sont décédés. Il insiste sur le fait qu'il va très bien. Pourtant, je m'étonne devant lui que son officier ait décelé des signes qui méritent consultation. À l'occasion d'un deuxième rendez-vous, avec son accord, nous passons le PCLS et j'obtiens un score de 43, qui est juste, vous voyez, un infraseuil, puisque le seuil, c'est 44. Il a 43. Elle me dit, voyez, je n'ai rien. Mais 43, c'est quand même, on est juste à la limite. Il est très heureux parce que pour lui, ça montre qu'il n'a rien. Mais c'est intéressant parce qu'il en profite pour me dire qu'à y réfléchir de plus près, il pense qu'il avait quelque chose en revenant d'Afghanistan. Il m'explique les différents symptômes au retour de mission pendant plusieurs années qui lui ont, selon lui, occasionné un divorce. Ces symptômes dessinent un syndrome de Rambo. Qu'est-ce que c'est le syndrome de Rambo? Pour ceux qui se souviennent du film, Rambo est un vétéran de la guerre du Vietnam, de retour au pays, arrêté pour vagabondage par le shérif d'une petite ville qu'il traverse. Maltraité, il s'évade du commissariat, se réfugie dans la forêt. Commence alors une chasse à l'homme qui se transforme en guérilla sanglante. Seul son officier supérieur, finalement, le colonel Trotman, son mentor, semble capable de le stopper.
Rambo est un homme brisé par ce jour où, au Vietnam, dans une petite ville, il assiste à la mort de son frère d'armes dans une explosion. Sylvester Stallone interprète avec brio ce soldat effondré qui revit, en le racontant au colonel Troutman, les terribles instants où il a tenté de se débarrasser des entrailles de son compagnon répandu sur lui. Cet événement obsède le vétéran, envahit ses nuits et fait trauma. Repensez à ce que je vous ai montré selon le bigot de l'image dans la vésicule psychique. Quel est le point avec mon patient? Il me raconte comment, de retour de théâtre d'opération, il est encore activé, suractivé, hyperactivé sur le plan nerveux. Il voit des menaces partout, ici, en ville. Il a toujours avec lui une arme prête à l'usage, à portée de main. Il est hyper vigilant, toujours sur le qui-vive, avec des traits paranoïdes. Des éléments sociaux dans le présent le ramènent inéluctablement à la situation afghane. Il y a à la fois un syndrome d'intrusion très élevé et un syndrome d'hyperstimulation. Le patient a du mal à revivre paisiblement en famille dans cet état. Le couple vole en éclats. Il y a cependant une évolution professionnelle. Il change d'unité, quitte le domaine du combat pour rejoindre celui du soutien militaire. C'est une excellente idée de commandement et de ressources humaines. Il trouve également une nouvelle compagne aimante et assez ouverte pour côtoyer ses symptômes. Au fil du temps, il s'apaise. Lorsqu'il vient me voir, finalement, l'orage est passé. La nouvelle organisation de vie lui convient. Cependant, il a encore des symptômes résiduels importants, PCLS 43. Et là où c'est très intéressant, c'est pour ça que j'aime ce test du TSM4, j'ai ma structuration sous syndrome. On a une dominante d'évitement. Il convient qu'il évite les stimulations, qu'il évite les situations à problème. Il pourrait être agressif et faire les justiciers, mais il prend conscience de tout ça. Donc là, on fait de la psychoéducation finalement. Il doit éviter les programmes de télévision relatifs à la guerre en Ukraine. Sinon, cela revivifie les situations difficiles vécues. L'échange fraternel avec le psychothérapeute, son aspect banal, une façon de dédramatiser, de dialoguer de manière décontractée concernant les symptômes, d'en énoncer le fonctionnement, d'identifier les déclenchements et de trouver des tactiques adaptatives, le cas échéant. Le psychothérapeute vient faire point fixe, sans jugement, et aide à remettre le sens. Ce qu'on appelle en psychiatrie militaire, en psychiatrie tout court, la thérapie par le sens. Il est intéressant de voir cette cinétique des symptômes, avec l'intrusion et l'hyperstimulation qui diminuent et l'évitement qui éventuellement augmente. Cette cinétique, dans ce cas précis, dure au moins 12 ans. Il vient me voir en 2023 et nous avons coté les effets d'événements survenus en 2011. Si nous considérons que l'Afghanistan est pour lui le temps 1 de son trauma, une fois la confiance établie, il évoque son enfance. Une thérapie approfondie pourrait étudier de quelle manière son enfance constitue un temps zéro. Je vous ai parlé de temps 2, de temps 1, temps 0. Constitue un temps zéro dans son histoire traumatique. Cependant, le dispositif thérapeutique dont je dispose ne s'y prête pas complètement. Ce qui pourrait aider le patient serait de déplier les difficultés de l'enfance et voir si nous sommes en présence d'un traumatisme complexe. Nous pourrons revenir sur la notion de traumatisme complexe. Le temps zéro pourrait avoir contribué à nourrir le stress post-traumatique de l'Afghanistan. Cas numéro 2. Cas numéro 2, un sous-officier a un stress post-traumatique chronique contracté dans le cadre de missions militaires il y a une vingtaine d'années, avec un traitement médicamenteux et un suivi par l'hôpital militaire. Il a des symptômes, des images flash et une labilité importante selon quelques déclencheurs, par exemple des films. Cependant, il arrive à composer avec, à s'adapter. Il a une famille unie, une épouse aimante qui compose avec les symptômes. Je le suis de manière non rapprochée, mais régulière, pour accompagner les symptômes et leur gestion par le patient. Toujours à nouveau, cette histoire d'éducation thérapeutique. À la suite d'une prise de fonction sur un nouveau poste, qui coïncide aussi avec une évolution en responsabilité, une angoisse apparaît récurrente. Vais-je être à la hauteur? Ainsi qu'un stress adaptatif. Ces éléments
déstabilise l'équilibre que nous avions trouvé. La labilité augmente. Réapparaissent des symptômes productifs et des hallucinations visuelles. Hallucinations liées à une forme de culpabilité. En effet, relatif à un de ces théâtres d'opération, le souvenir d'une victime innocente, un enfant le culpabilise. Il vit avec intensité, revit avec intensité cette culpabilité, et une hallucination est en lien avec cet enchaînement. Dans ce contexte, il est pris par un moment de violente agressivité dans la sphère domestique et en vient aux mains. De manière créative, je décide de recevoir le couple afin d'aborder à trois ce qui s'est passé dans ce moment d'agressivité violente. Il s'agit de nouer une alliance thérapeutique à trois et de déplier ensemble, d'analyser le déclenchement de ce moment agressif. Nous arrivons tous les trois à stabiliser la situation. Quels sont les points communs à ces deux vignettes cliniques? Pour les deux militaires, nous avons donc affaire à des symptômes en situation d'emploi. Le facteur temps entre ainsi en jeu de plusieurs manières. Une chronologie sur une ou deux décennies, événements stressants, mécanismes adaptatifs dépassés, que de stress post-traumatique. Dans le suivi, l'observation empirique indiquera une cinétique des symptômes qui peuvent, au fil du temps, des années, s'apaiser au niveau de l'intrusion, s'apaiser au niveau de l'hyperstimulation, avec éventuellement une hausse, un maintien de l'évitement. Mais il peut y avoir aussi, comme avec ce deuxième cas, des réactivations, rechutes, crises, hospitalisation, modification des traitements. Mon hypothèse à l'appui de cette expérience accumulée au fil des années est que le psychothérapeute, dans l'accompagnement de ses patients, devra miser sur le temps long. Nous parlons de décennies de prise en charge de militaires avec stress post-traumatique en situation de travail. Je voudrais revenir, avant de terminer, sur les contraintes observées et avant d'insister sur quelques nécessités. Quelles sont ces contraintes? Celle, bien évidemment, d'avoir un handicap invisible, des symptômes et une aptitude grevée. Cela prend la forme d'une labilité, de dissociation, de symptômes productifs comme des hallucinations, du paradoxe du besoin d'isolement qui peut aggraver un risque suicidaire, d'une pente à l'addiction, d'agressivité, d'accidentologie, de sanctions militaires et d'inaptitude partielle. Qu'est-ce que c'est l'inaptitude partielle? C'est je peux travailler, je peux faire ceci, je peux faire cela, mais je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, avec aussi, par exemple, la gestion du port d'armes. Et la nécessité, eh bien, le parcours de résilience, avec le rôle de la fraternité d'armes, qui est une humanisation, de l'apaisement, avec aussi toute une dimension de systémie. Je vous ai parlé du couple, d'évitement, programme télé, la thérapie par le sens, la densification de l'être, très important en psychiatrie militaire, la guidance, psychoéducation, l'engagement du psy, des substitutions diverses, une pensée holistique, cette fameuse aptitude partielle, préférer des opérations intérieures plutôt que des opérations extérieures, et le bénéfice de la cinétique naturelle vers l'évitement. Je vous citerai en bibliographie une thèse il y a 2 mois, une thèse de médecine qui est assez intéressante sur ce point-là. Et donc, l'éducation thérapeutique avec la gestion des déclencheurs. En conclusion, pas de baguette magique miracle permettant une résilience immédiate. Le psychothérapeute a quelques outils dans sa boîte à outils, différents modes de thérapie, EMDR, thérapie oculaire, mosaïque, EFT, techniques israéliennes. Le thérapeute peut être lui-même un médicament complémentaire ou de substitution. Le groupe peut être tuteur de résilience. La combinaison des deux favorisera la contenance. Cette histoire des aptitudes partielles est un humanisme. La notion même de blessure invisible et de handicap vont permettre une bonne symbolisation de la situation. Il y a ceux qui reviennent avec une jambe en moins, il y a ceux qui reviennent avec un SPT. Et nous allons accueillir comme des victoires la baisse de l'intrusion,
la baisse de l'hyperstimulation et gérer le résidu de l'évitement. Contrainte et nécessité se répondent en miroir. C'est quoi la contrainte? C'est le symptôme ou c'est la reprise du travail? C'est quoi la nécessité? C'est la reprise du travail ou c'est le symptôme? Pour les kinésithérapeutes, par exemple, qui s'occupent de danseurs de l'opéra, avec blessure, nous parlons du même type d'exercice clinique finalement. Vite retrouver le geste, y aller doucement jusqu'à la douleur, s'arrêter juste à la limite. Augmenter dans le temps l'amplitude du geste, en repoussant la douleur jusqu'à son amoindrissement, voire sa disparition. Le vieux soldat, comme le vieux danseur, aura éventuellement plusieurs douleurs. Cependant, le psy peut l'aider à faire avec, à l'économie, sans prendre de risques inutiles. C'est donc le rôle de la thérapie dans le temps long, de la réhabilitation au travail, contenance, information, compréhension, sens, humanisation, guidance, approche holistique, surveillance, lien avec l'hôpital militaire. Voilà, je ne vais pas paraphraser cette slide qui parle d'elle-même. Et donc, pour finir, quelques sources biographiques. Cet article, Evaluation of Post-Traumatic Stress Disorder, Validation of a Measure, the PCLS. Ça date un peu puisque DSM-4, mais voilà, ça montre l'intérêt de cette cotation. Vocabulaire de psychotraumatologie, les mots du trauma, c'est la Bible, Damiani et Le Bigot. Voilà, la Bible absolue. La thèse dont je vous parlais, suivi de l'état psychique d'une équipe de sapeurs-sauveteurs post-mission à fort risque psychotraumatique. C'est le petit groupe de sapeurs sauveteurs qui sont intervenus sur le port de Beyrouth après l'explosion en 2020. Thèse de l'élève Maël Braille, thèse d'exercice en médecine 2023. Et 2 ouvrages que vous pouvez lire cet été qui se lisent aussi, mais vraiment. Alors, je vous recommande vivement Entre-guerres du général François Lecointre, 2024. Nous avons un général en exercice, ancien chef d'état-major des armées, qui est un des seuls, je pense, général, vivant à avoir mené le dernier combat à la baïonnette, guerre en Yougoslavie, lorsqu'il était capitaine, reprise d'un pont. Et il raconte très, très bien ce stress de haute intensité, les yeux dans les yeux, la question de l'animalité, hein, donc cerveau limbique. Voilà, il n'y a pas de. euh, c'est la première main. Et Quand s'avance l'ombre, Enora Shame, 2022, colonel de l'armée de l'air, ancien agent de renseignement en Syrie, qui a eu un stress post-traumatique qui en a été soigné, qui a repris, continué le travail. Donc elle parle très bien de avoir un stress post-traumatique, le prendre en compte et continuer à travailler, donc en lien avec tout ce que j'ai décrit dans cette présentation. J'en arrêterai là pour cet exposé.